Notre invité Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Jean-Luc Mélenchon, merci d'être avec nous. Le pays a changé. Le regard qu'il porte sur ma présidence aussi, a déclaré François Hollande. Vous êtes d'accord? Avec quoi? Avec le regard que le pays, la France, porte sur la présidence de François Hollande. Je ne sais pas, Mais je sais que le pays a certainement changé. Oui. Parce que, comme dans notre vie privée, les grandes épreuves nous transforment. Donc nous venons de vivre une grande épreuve. La démonstration de masse dans les rues a été un formidable moment d'expression de l'identité républicaine des Français. Et puis il y a eu du chagrin, il y a eu toutes ces choses qui sont venues, et puis maintenant... Et maintenant, oui. Il y a un pays qui se cherche, qui se demande de quel côté peuvent venir des coups, et d'un autre côté qui cherche de l'espoir. Parce que franchement, on n'a pas passé notre vie à broyer du noir comme on le fait depuis des mois et des mois et des mois. Et voici que s'allume une petite lumière. Oui, on peut faire autrement. C'est en Grèce. Peut-être que dimanche prochain, ma gauche va gagner en Grèce. Et ce sera un événement, une bonne nouvelle, parce que ça veut dire on cherche un autre chemin, autre chose que le paiement de la dette à perpétuité, l'austérité à perpétuité, les privilèges pour les puissants. Si Syriza gagne en Grèce dimanche, ça va changer l'Europe? Ah oui, bien sûr, par la force des choses. Alors d'abord, il y aura quelque chose qui tiendra à l'état d'esprit, puisqu'on dira, tiens, on peut faire autrement. En tout cas, il y a des gens qui sont assez courageux pour essayer de faire autrement. Il faut dire qu'ils ont tellement souffert de la méthode Merkel-Hollande que ça va, ils ont eu leur compte. Et puis, deuxièmement, vous savez comment, il y aura un impact. Si M. Schäuble et Mme Merkel continuent à regarder les Grecs de haut, à leur donner des ordres, comme ils viennent encore de le faire ces jours derniers, en leur disant, on ne discutera de rien, et surtout pas de votre dette, eh bien, ça va mal se passer. Pour la raison que ceux qui ont le doigt sur le bouton atomique, ce sont les Grecs. C'est pas Mme Merkel et M. Schäuble. Les Grecs peuvent dire quoi? On ne rembourse pas. Bien sûr, ça c'est déjà vu. On ne rembourse pas, mais une dette est une dette, a dit Madame Lagarde. Oui, c'est un contrat. C'est ce qu'ils disent toujours. C'est un contrat, c'est un engagement. Bien sûr, vous avez raison. Moral aussi. Mais comme vous avez raison. Donc si une dette est une dette et qu'on doit la payer, Monsieur Bourdin. Oui. Vous avez raison. Regardez, par exemple, Monsieur Poutine a donné 280 € par titre d'emprunt russe parce qu'on le lui demandait en France. Vous êtes d'accord? Il a payé des emprunts qui dataient du 19e siècle et que les bolcheviks avaient annulés. Par conséquent, les Allemands, qui ont fait payer aux Grecs les frais de leur occupation, car les Allemands ont occupé la Grèce sous l'uniforme nazi, eh bien, ils ont fait payer aux Grecs. Et M. Tsipras a dit, écoutez, si vous voulez vraiment parler des dettes comme inatteignables et indiscutables, alors nous vous demandons de nous rembourser ce que vous nous avez pris. Ça demande 168 milliards d'euros. Par conséquent, si M. Poutine paye les dettes que les bolcheviks ont annulées, qui datent du 19e siècle, alors Mme Merkel peut payer les dettes de 1945. C'est le discours que M. Tsipras... Tiens, non, à Mme Merkel, Monsieur Tsipras a dit, qu'il pourrait tenir. Monsieur Tsipras a dit dans sa campagne, ce sera une de nos premières demandes officielles. Pourquoi fait-il ça? Pour qu'on en finisse avec cette aberration de la dette. Parce que quand la Grèce est entrée en crise, la dette était à un point. Et après avoir fait 10 plans d'austérité, de redressement, d'excédent, tout ça, 190% maintenant. La dette représente 190% de la richesse. Donc c'est sans fin. Nous serions en quelque sorte en train de dire aux Grecs, écoutez, jusqu'à la nuit des temps, vous allez rembourser la dette. Il a suffi qu'on entende dire que Syriza allait gagner les élections pour que les fonds prêtent à la Grèce à 9%, Monsieur Bourdin. C'est-à-dire que ces gens ont de propos délibérés réorganisé la ruine. Savez-vous que tout ça, on peut le régler? Pourquoi? C'est-à-dire que Mme Merkel et M. Hollande et d'autres, en Europe, organisent la ruine de la Grèce. Oui. C'est ce que vous dites. Oui, bien sûr. Je crois que tout le monde l'avait compris, mais si vous voulez à tout prix le surligner... C'est pas le surligner. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils se disent, si jamais on raye la dette, ça va déséquilibrer les comptes des banques. Mais tout cet argent n'existe pas. La Banque Centrale Européenne, par exemple, vient de décider qu'elle allait mettre 1000 milliards dans l'économie européenne, d'accord? 1000 milliards. Elle va les fabriquer, ils n'existent pas, ces 1000 milliards. Les gens qui nous écoutent ne le savent peut-être pas, mais l'argent qui est prêté n'existe jamais. Il existe une fois que les choses sont faites avec cet argent. Bref, 1000 milliards. Mais elle n'a pas de quoi prêter à 0% à la Grèce pour racheter sa dette. Allons, c'est pas sérieux.
nous pourrions d'un trait de plume rayer la dette de la Grèce. Bien. Et je vais vous dire, 80% de la dette grecque est possédée par des institutions publiques. Monsieur Bourdin, savez-vous qu'à l'heure à laquelle nous parlons, Oui. l'État allemand et l'État français touchent des intérêts sur la dette de la Grèce? Tout ça est absurde. Bon, Donc nous alors- devons le régler par le haut, pacifiquement et tranquillement. Mais s'ils ne veulent pas régler tranquillement et pacifiquement, il va leur arriver de gros ennuis Alors. au gouvernement allemand et au gouvernement français. Bon, vous savez pour victoire, combien il y en a imaginons. d'argent français? Non. 50 milliards d'euros. Oui, 50 milliards. Et On est quant aux engagé. Allemands, 70. Ça veut dire que ça coûterait, si Syriza arrive au pouvoir, ça va coûter 50 milliards Non, d'euros à la allons, France. Monsieur Bah, Bourdin, c'est ce que vous je êtes comprends. facétieux. Mais non, Mais je je suis vais pas vous expliquer facétieux. comment on peut faire. Oui. La Banque Centrale Européenne rachète la totalité de ce papier. La dette, la Grèce n'a plus de dette, et Oui. cet argent revient dans les caisses des Allemands et des Français. Point barre, c'est terminé. Bon, Podemos, en Espagne, il y a un mouvement, c'est vrai, en Europe. Le PS soutient Syriza, non? J'ai vu même que le Front National soutenait Syriza, ça vous fait sourire. Oui, oui. Mais c'est vrai? Oui. Mais Non. c'est vrai. Non, c'est pas vrai, mais on va Comment? voir. Alors, commençons par le Florian Front Philippot National. était chez moi. Ça, il y a- c'est vrai. Ça, Il l'a ça, dit ici. Formidable. Il l'a dit à Formidable. votre place, Oui, oui. tiens. Absolument. Alors là, Ah ouais. ceux-là, ils sont pas mal. Il faut que vous sachiez une chose, Monsieur Bourdin, parce que là, Oui. vous avez manqué de répartie cette fois-là. D'habitude, vous Alors, en avez. Alors Philippot vient, il s'achète une nouvelle innocence, nous espérons la victoire de Syriza. Mais mon bonhomme, si vous espériez la victoire de Syriza, fallait le dire au congrès du Front National, où vous vous êtes réjoui de la présence du représentant du Front National grec, qui s'appelle là-bas Laos, leur parti, est présent dans le gouvernement de combine de la droite et du Parti socialiste grec. Ils se dirigent ensemble en Grèce. De ça, on n'a jamais pu en parler en France. J'ai dû dire au moins 100 fois, le Front National gouverne avec la droite et les socialistes en Grèce. Alors maintenant, essayent de s'acheter une nouvelle innocence. Je vais même plus loin. Le dirigeant du Parti Front National grec, n'est-ce pas, quand il s'est marié, M. Le Pen était là. Pour participer à sa noce. Par conséquent, tous ces gens-là sont les uns avec les autres. C'est le même système pourri qui oppresse toute l'Europe. Alors, ce qui se passe en Grèce, ce qui se passe en Espagne... Attendez, on ne parle pas des socialistes alors, c'est Ben dommage. juste, alors les Vous m'avez dit socialistes, les oui. soutiennent. Alors Ben, attendez. ils soutiennent, oui. Non, ils soutiennent pas. Ah bon? Mais vous n'avez pas C'est bien ce que lu. j'entends, monsieur Cambadélis. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Allez-y. Bah, il dit que la Il dit victoire que- de Syriza, je sais pas, j'ai pas la déclaration Ah, ben moi, exacte. je vais vous la dire, parce que j'ai Alors, regardé, vous allez-y, êtes pas obligé. allez-y. Et alors, ils sont là, plusieurs, ils disent, nous souhaitons la victoire de toute la gauche. Hein. Oui. Alors, d'abord, je fais remarquer que ça fait une différence, parce que quand François Hollande a été élu président de la République, il y avait Oui. des élections un peu après en Grèce, et François Hollande a été en Grèce, pourquoi faire? Pour leur dire, faut payer la dette et faut voter pour ceux qui veulent payer. Autrement dit, pas pour Syriza. Il n'a jamais reçu Alexis Tsipras quand il est venu en France. En mai 2012, j'étais avec Alexis Tsipras devant l'Assemblée nationale, pas un de ces puissants personnages les a reçus. Et maintenant, ils disent la victoire de la gauche dans son ensemble, mais ils plaisantent. Encore faudrait-il que le PASOK, ce parti pourri jusqu'à la moelle, arrive à avoir des députés. Non. Ils n'en auront pas. Attendez, Bourdin, je termine pour que Oui, vous compreniez oui, bien cette oui, histoire. oui. Les voilà qui sont en train de dire on ne peut gagner que tous ensemble. Première nouvelle, non, on gagne parce que vous êtes battus. Et deuxièmement, s'ils avaient tenu ce discours, eh bien, en Allemagne, lorsque Madame Merkel et Monsieur Schröder étaient arrivés à égalité, il aurait suffi à Schröder de s'allier avec le parti frère qui est Die Linke et la gauche serait restée au pouvoir en Allemagne. Ils ne l'ont pas fait. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils se soumettent. Point barre. Et c'est nous qui traçons le cap. Bon. Et eux, s'ils veulent participer au gouvernement, Ils vont se nous soumettre verrons. en France aussi, parce que Non, l'alliance est en route. Non. Est-ce que l'alliance est en route avec les écologistes, avec le parti de gauche, avec toute cette gauche qui n'est pas socialiste, Alors, qui bon. est socialiste sans être socialiste. Oui, Bon, on sait s'est- plus, on d'ailleurs. s'est compris. On s'est compris. Bah, c'est-à-dire que comme L'alliance les est en route socialistes ne sont plus depuis hier socialistes, soir, les autres, oui. bon, Oui. d'accord. Alors, Vous êtes les seuls socialistes, si je comprends bien. en tout cas, lis cette histoire, vous savez, elle est très large, oui. ça va. On va pas rentrer dans Non, l'histoire. on va mais pas entrer dans l'histoire. Mais je vais Cette d'abord. alliance-là. Oui, alors c'est clair, nous travaillons à la construire. Bon, pourquoi? Parce que clairement, l'impasse du modèle Hollande, Macron et Ah, vous compagnie. ne l'aimez pas, Macron? Tiens, au passage, je dis ça comme non, ça. mais bon, parce que c'est lui qui incarne, nous incarnons tous quelque Oui. chose, c'est pas sa personne qui est en cause. Bon, ce modèle qu'on a Oui. appelé social-libéral est une catastrophe. En France, comme dans toute l'Europe, ça ne marche nulle part. Alors, bon, eux, ils sont hors course, ils ne nous comprennent plus, ils sont épuisés, on en a assez de les voir.
Alors, il faut pas se contenter de critiquer, il faut proposer quelque chose, et quelque chose d'ample, qui soit pas étroitement boutiquier et partisan. Alors, vous avez raison, hier soir, au meeting de soutien pour Syriza, il y avait Madame Duflot, Pierre Laurent, moi-même, Clémentine Autain, et tous les dirigeants du Front de gauche, des Verts. Et attendez, il y avait trois socialistes, Lim Van l'économiste, Monsieur Guillaume Balas, qui est député européen, et M. Pouria Amir Chahi, qui est député national. C'est-à-dire que tous ces gens-là sont venus dire « Nous soutenons Syriza ». Heureuse nouvelle. C'est-à-dire que c'est une nouvelle coalition. Est-ce que c'est une nouvelle coalition qui va porter ses idées aux prochaines élections de 2015 et plus tard en 2017 ? Eh bien, c'est à ce à quoi on travaille. Voilà, c'est vrai. Et nous allons commencer à avoir... Nouvelle coalition, naissance d'une nouvelle coalition. On essaye de le faire. C'est pas facile, hein, Monsieur Bourdin, parce que bon, tout ça, il y a des histoires. Est-ce qu'on pourrait imaginer un nouveau parti qui engloberait... Alors non, un parti non, c'est absolument inenvisageable. Mais une coalition, vous savez, Syriza, c'est une coalition. Il y a 20 partis là-dedans. Le Front de gauche, c'est une coalition. Nous sommes 9 partis dans le Front de gauche. Donc on peut êtes imaginer... le Syriza de France, quoi, si j'ai bien compris. On va essayer, depuis longtemps, puisque ça fait des années qu'on travaille ensemble. Mais vous n'êtes plus... Non, il faut faire plus large. Il faut faire plus large. Et c'est pas en se l'appropriant, nous, le Front de gauche. On va dire, comme on était les premiers à résister, bon, bien sûr, c'est vrai, on était les premiers à résister, mais bon, on va pas passer notre vie à demander des certificats de satisfaction. Donc, il faut faire plus large. Je vous l'ai dit 10 fois ici, mais au début, les gens ricanaient en disant, il rêve, il va pas y arriver, etc. Petit à petit, ça se fait. L'événement important, c'est la sortie de Madame Duflot du gouvernement, et donc la fin de la coalition qui se trouvait au pouvoir. Ça veut dire candidat commun aux prochaines élections ? Alors, aux élections départementales qui viennent, comme vous savez, c'est de niveau local, la décision. Niveau local. Alors, plein d'endroits, ça va se faire, sur le modèle de Grenoble. Et au régional. Bon, on va travailler à ça. Clairement, c'est le but maintenant. C'est d'arriver à présenter aux élections régionales, au premier tour, des listes qui soient, des listes larges, quoi, très larges et très citoyennes, marquées par l'intervention des citoyens. Alors, on est en train d'inventer, vous savez, c'est pas facile. Il faut répondre à tout en même temps. Il faut être unis en tant qu'organisation politique, mais en même temps, il faut pas que les organisations politiques confisquent le processus. Donc, il faut trouver le moyen de faire intervenir les citoyens dans le choix des candidats, dans la détermination du programme. Mais on va travailler et on va y arriver, Monsieur Bourdin. Et si, regardez bien la séquence. Premièrement, Syriza peut gagner en Grèce, là, en janvier. Ensuite, en mai, nos amis espagnols peuvent gagner. Podemos, oui. Donc nous aurons et ensuite, nous arrivons au mois de décembre 2015. Avec une élection générale à la proportionnelle. Bon, donc on a nos chances. Et à ce moment-là, ça sera le printemps européen. On aura tourné la page de cette catastrophe qu'est la politique d'austérité, le gouvernement Merkel-Sarkozy. Vous êtes clairement dans l'opposition ? Je pense qu'on doit s'appeler comme ça. Quand on vote pas le budget, quand on est contre la ligne générale... D'ailleurs, vous ne voterez pas la loi Macron. Non, on s'est appelé opposition de gauche. Alors certains ont été choqués, on dit on peut pas parler comme ça. Mais comment voulez-vous bien dire les choses clairement ? L'unité nationale est en train de voler en éclats. La politique reprend ses droits, là. Hein, ça y est. Mais c'est normal, la démocratie. Mais la démocratie, c'est quand même ça. Les responsables, pardon, Monsieur Bourdin de le rappeler, ont des points de vue contraires, et c'est grâce au fait que les points de vue sont contraires que le peuple est souverain. Si on s'arrange dans un coin, comme propose de le faire Cambadélis sur les questions de sécurité, il dit « Venez, on va parler avec tout le monde pour savoir ce qu'on propose pour la sécurité. » Mais alors, on s'arrange entre nous. Sur une table, on dit on va faire ci, on va faire là, et après on se présente devant les Français, on dit « bougez pas, on a tout mis au point. » Non, ce n'est pas possible. C'est à eux de décider. Et pour qu'ils décident, il faut qu'il y ait des idées contradictoires. C'est la contradiction qui permet la souveraineté du peuple. Naissance d'une nouvelle coalition, j'ai bien compris. Pendant ce temps-là, le président de la République est plus populaire qu'il ne l'était il y a 2 mois après ces événements. Le pays a changé, je reprends ce que j'ai dit, le regard qu'il porte sur ma présidence aussi. Ça va durer, selon vous, cette popularité ? Je ne sais pas, mais c'est tant mieux pour lui. Il en a l'air content. Et je vois qu'il se réjouit assez facilement de tout. Donc tout va bien, si j'ai bien compris. Moi, c'est pas mon impression. Je pense que nous avons tous tenu notre rôle du mieux que nous pouvions dans l'intérêt du pays. Hein. Nous l'avons tous fait. Il ne doit pas se rengorger, sinon ça va nous donner l'idée que chaque fois qu'on dit c'est le moment de se serrer les coudes, c'est uniquement à son profit. C'est une manière très politicienne de récupérer le mouvement qui s'est traduit dans la rue en défense de la liberté d'expression dans notre patrie. Je pense qu'il fait une erreur. En se l'accaparant en termes d'image. Ce n'est pas bien. Il faut, dans certaines circonstances, être au-dessus de tout ça. Il n'est plus au-dessus de tout ça. Il l'a été, il ne l'est plus. Enfin, il a fait... C'est votre rôle, c'est pas le mien. Moi, je vais pas commenter François Hollande. Non, mais Angela Merkel qui a posé la tête sur l'épaule de François Hollande, ça vous a fait...
C'est une image qui représente bien ce qu'est l'Europe à vos yeux aujourd'hui. Je pense que c'est une image qui peut représenter tout ce que Oui. tous les peuples du monde sont attachés à l'expression, la Est-ce que liberté d'expression. vous êtes... Alors vous avez des énergumènes ici ou là, Oui. dans certains pays, il faut pas les confondre avec les pays. Moi je demande s'il vous plaît, par exemple j'ai vu des images Oui. sur l'Algérie, n'allez pas croire que l'Algérie, dans son ensemble, les Algériens sont comme nous, ils se disent bon bah il y a des dessins qui leur plaisent pas, mais c'est précisément quand ça nous plaît pas qu'il faut être tolérant, sinon bon sang ça veut plus Des rien drapeaux dire. français brûlés, des manifestations contre Ça ne la leur France. portera pas chance à ceux qui font ça. Brûler le drapeau français est une erreur parce que c'est le drapeau de la liberté. Permettez-moi de vous le dire Oui. comme patriote. Est-ce Quand qu'il- on brûle le drapeau français, ça veut dire c'est une bêtise. Ça a l'air de croire que en France, c'est l'État qui décide ce qu'il y a dans les journaux. Ben non, gros ballot. Alors si après venez pas vous plaindre dans votre pays, si vous n'êtes pas content qu'on vous maltraite, hein, parce que là vous viendrez chercher le drapeau français pour dire on va faire comme les Français, liberté, égalité, fraternité. Réfléchissez un peu les gens. Jean-Luc Mélenchon, après ces événements, il y a un débat autour de la laïcité qui est encore oui, ouvert. j'ai eu qui est raison, une fois de constamment plus. constamment ouvert. Mais est-ce qu'il faut enseigner le fait religieux à l'école? Renforcer cet Pardon, enseignement. monsieur Non, Bourdin. mais oui. Oui. Permettez-moi de vous dire que Alors, ça, allez-y. c'est la question tarte à la crème. Je vais Ah, vous bah dire oui. une chose Alors, très allez-y, concrète. dites-moi. Très concrète. Allez-y. Puisque il s'agit du blasphème, c'est comme ça qu'ils Oui. l'appellent. Je vous renvoie à ce que j'ai pu écrire sur le blasphème dans un dictionnaire de la laïcité. Donc, commençons par être cohérents. Abolissons le délit de blasphème dans... Mais oui, mais il est où? En Alsace-Moselle, le délit de blasphème. Oui. Oui, Et alors? oui. Ça vous dérange pas? Aucune condamnation. Pratiquement aucune. Donc on le maintient. On pourrait peut-être même Non, mais l'étendre. non, mais Attendez, on monsieur l'abolit. Bourdin. Bon, mais on l'abolit, c'est symbolique. Non, On est c'est pas d'accord. symbolique. Comment? Monsieur Bourdin, les Oui. principes ne sont jamais symboliques. Les principes, c'est la règle d'organisation de la vie commune. Si vous venez dire aux gens, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous tirez parce que le blasphème n'existe pas, mais vous le faites appliquer dans une région. Et monsieur Bourdin, vous êtes en retard sur l'affaire, parce que quand j'ai commencé à parler du délit de blasphème, on m'a ri au nez le plus souvent, et maintenant ce sont les religieux d'Alsace-Moselle qui demandent qu'on supprime le délit de blasphème. on le supprime. Non, monsieur Bourdin, on n'a pas fini. On le supprime dans toute l'Europe. Parce que le délit de blasphème existe en Allemagne, en Italie, en Irlande, en Pologne. Alors? Oui. Ça aussi, c'est des symboles. Bon. Le délit de Alors, blasphème n'existe Bon, pas. Le on blasphème supprime le est une délit de conviction. blasphème. Est-ce que l'État doit participer à la formation des imams? Est-ce que l'État Non. doit s'impliquer? Non. Mais À absolument aucun non. moment. Quant à enseigner le fait religieux à l'école, monsieur Bourdin, c'est une Oui. plaisanterie de votre part. Il est Non. déjà enseigné. Oui, mais Il pas est très déjà- bien et mal. Pas très bien, et ah pas bon, souvent, pourquoi? malheureusement, pas Pourquoi vous êtes suffisamment. prof? Oui, vous Pourquoi l'avez été. Pourquoi? Pourquoi? Il est Parce très que bien les profs enseigné. n'ont pas le temps. Il est Parce très que les bien. profs n'ont pas le temps. Mais, Jean-Luc voilà. Mélenchon. Non. Mais- Non. Le fait religieux est enseigné, et il est bien enseigné, aussi bien que nos enseignants Bon, qui alors donc, on ne Alors renforce quoi? pas l'enseignement du fait religieux à l'école. On est bien d'accord. Ça ne sert à rien. Bon, ça ne sert à rien. Faisons-le bien. L'État, Faisons-le bien. par exemple, je vois établissement privé de théologie musulmane. Est-ce que l'État doit participer au développement, à la Non. création, à la... Non. Mais non, alors l'État va enseigner aussi le catholicisme, le Mais judaïsme, l'État le ne doit avoir protestantisme. aucun regard sur la formation des imams. Mais sur enfin, la- vous êtes le choix. incroyable. Non, mais je vous pose- L'État va je vous avoir un pose- regard sur la Je formation vous pose religieuse. la question. Moi, Mais je bien vous dis sûr pas. que non. Non. Mais enfin, ce serait irrespectueux de la liberté de Mais conscience. est-ce L'État que- se mélange. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un intégrisme laïque? Est-ce que ça n'existe pas Non, aussi? non, ça n'existe pas. Non Non, du tout. Non, il y a des intégrismes. Qu'est-ce que c'est l'intégrisme laïque? Ceux qui veulent absolument séparer le religieux du politique. Mais dans ce cas-là, vous êtes un intégriste parce que vous-même, vous n'êtes pas pour la confusion des genres. Je sais quand même vous écouter. Non, il n'y a aucun Français qui est pour le mélange du religieux et du politique, sauf quelques excités ici ou là. Et ou des gens qui se rendent plus compte de ce qu'ils disent. Comme par exemple le pape qui dit... Est-ce que vous comprenez ça- qu'on puisse être blessé par les caricatures Mais bien de Charlie sûr. Hebdo? Vous le Mais bien comprenez? sûr, mais évidemment, la foi est Oui. une manière d'être, de penser, de réfléchir. Bien sûr qu'on peut être blessé. Moi, quand je lis certains journaux, je suis blessé parce que je vois dedans. Pour autant, je m'en vais pas tirer des rafales de mitraillettes Non, sur mais ce il qu'on s'agit écrit. pas de... Non, mais... Mais si, Jean-Luc monsieur Mélenchon. Bourdin, c'est ça le Non, fond de l'affaire. mais non. On peut être blessé, écoutez-moi, on peut être blessé. Et ne pas tirer des rafales de mitraillettes, de demander, pistolets ni mitrailleurs. vouloir faire taire les gens. La liberté d'expression n'a jamais été absolue dans ce pays, dans aucun pays du monde. Tout connaît une limite. C'est écrit dans la Déclaration des droits de l'homme. C'est-à-dire que la liberté d'expression est totale dans les limites de la loi. Si vous voulez demain
interdire certaines caricatures, Monsieur Bourdin, vous serez obligé de rétablir le délit de blasphème. C'est pour ça que je vous disais il y a un instant, attention à ce qu'on dit. Parce que si vous voulez interdire des caricatures de tel ou tel type, ça s'appelle le délit de blasphème. Maintenant que vous vous adressiez aux journalistes pour leur dire, écoutez, faites attention, il y a des gens qui sont blessés. Ça, c'est un débat. Mais ce n'est pas la loi, ce n'est pas la police, alors, ce n'est pas... Qu'est-ce que vous dites aux musulmans pas de qui ont peur aujourd'hui, qui ont peur dans ce pays, comme les juifs ont peur? Qu'est-ce que vous leur dites aux musulmans qui ont peur? D'abord qu'il ne faut pas avoir peur. Le pays a eu de nombreuses épreuves, que ce soit les uns ou les autres. Nous y résisterons d'abord en refusant le fanatisme et en se mettant sous la protection de la loi, en n'acceptant pas de donner la victoire à nos adversaires. Si nous commençons à dire qu'il y a une guerre entre l'islam et je ne sais quoi, nous faisons le cadeau aux adversaires qu'ils rêvent que nous leur fassions. Donc, la peur est mauvaise conseillère. Et c'est vrai que les lieux de culte musulmans et les cimetières musulmans étaient beaucoup attaqués ces temps derniers. Et je trouve qu'on n'a pas marqué assez de sensibilité sur ce thème. De la même manière, c'est vrai que les Juifs de France ont été est-ce qu'en critiquant la religion, on n'entraîne pas chez certains Français une réaction violente qui elle-même entraîne la peur des musulmans? Alors, la Je réaction pose violente, franchement la question. Oui, mais vous avez raison. La réaction violente est punie par la loi. Par conséquent, les violents doivent être punis. Point. Il y a une loi pour ça. Et sinon, le contraire, ça consiste à dire qu'on n'a plus le droit de critiquer les religions. Nous sommes dans le pays de Diderot. On a le droit de critiquer tout. Tout le monde. On peut se moquer du président de la République, on peut se moquer de moi, ce qu'on fait d'ailleurs, et ainsi de suite. Et de vous, Monsieur Bourdin. C'est comme ça, c'est la liberté. Qu'est-ce que nous faisons chacun? L'effort d'admettre qu'on nous dise des choses qui ne nous plaisent pas. L'offense n'existe pas. La dernière fois qu'il y avait un délit d'offense dans ce pays, c'était le délit d'offense contre le chef de l'État. Il a été aboli. Il n'y reste plus qu'injure publique. Si vous considérez qu'une une d'un journal est une injure, vous allez porter plainte. Point, barre, il n'y a pas besoin de sortir des mitraillettes, des tanks, des chars et compagnie. Nous devons apprendre à vivre avec l'imposition que nous fait la liberté de supporter le point de vue des autres. Merci Jean-Luc Mélenchon d'être venu nous voir. Il est 8h. Attendez cette victoire avec impatience. Soutien de Syriza comme Pablo Iglesias en Espagne. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu avec un sourire un soir d'élection. Mais est-ce que vous croyez vraiment que la Grèce, pays ruiné, sans croissance, pourra imposer ses vues au reste de l'Europe? Pour certains, c'est même un comble de simplement y penser. Oui, eh ben, il faudra qu'il s'y fasse. Parce que c'est un long chemin qui a été parcouru et les Grecs ont fait un choix en connaissance de cause. Après avoir essayé de pratiquer 8 ou 10 plans d'austérité, après avoir fait 13 grèves générales contre. Ils ont choisi Syriza. Et au fond, c'est un moment historique pour nous. Parce que cette vague qui, en Amérique latine, avait chassé les politiques du FMI, qui sont exactement les mêmes que celles qui s'appliquent à l'Europe aujourd'hui, est arrivée en Europe et elle se manifeste par la victoire de Tsipras. Moi, ce que j'en attends, c'est évidemment un encouragement pour les nôtres. Vous voyez les gens, c'est possible de faire autrement. Il faut avoir du courage. Et puis c'est pour l'Europe que c'est une bonne nouvelle, parce que peut-être va-t-on pouvoir tourner la page de cette Europe austéritaire, grimaçante, de Madame Merkel et des petits comptables bornés qui l'entourent. Voyez-vous, le peuple grec est certain, par son activité et son courage, demain de relever son pays. C'est une certitude. Quant à la dette, franchement, il est temps d'arrêter d'essayer de faire peur aux gens. Avec ça, on a rayé d'un trait de plume la dette de Saddam Hussein quand il a fallu le faire. C'était 120 milliards. Je veux rappeler ce chiffre. 120 milliards, c'est exactement le montant de la dette grecque au départ de la crise. Aujourd'hui, depuis qu'a été appliquée la politique que vous savez, la dette est passée à 190% du PIB alors qu'elle était auparavant à peine à 100. Donc vous voyez, cette médecine, ces remèdes de cheval ne mènent nulle part. Il faut donc que la dette maintenant, il faut qu'il y ait un moratoire sur la dette. Jean-Luc Mélenchon, c'est ce que va demander Tsipras. Cette semaine, Marine Le Pen avait souhaité la victoire de Syriza. Elle a les mêmes analyses que vous. Que lui répondez-vous ce soir? Mais je n'éprouve pas le besoin de répondre à Madame Le Pen. Madame Le Pen a un parti là-bas qui s'appelle le Laos, qui a gouverné avec les socialistes et avec la droite. Elle est donc mouillée jusque-là dans le système qui a conduit la Grèce au point où elle est. Alors aujourd'hui, elle pense offrir une espèce de nouveauté, de nouvelle jeunesse, en disant qu'elle soutient Syriza. Mais je l'autorise à me cirer les pompes quand elle veut. Merci Jean-Luc Mélenchon. François Langlais, on vient d'entendre. Cette période est terminée et dorénavant il y a une obligation de discuter, de négocier
et notamment de l'absurdité de la dette, car tout le monde sait que cette dette ne peut pas être payée. Par conséquent, il s'agit de trouver une solution positive qui à la fois empêche le système de s'effondrer, mais en même temps permet au peuple grec de respirer. Et je crois que Syriza a des propositions concrètes dans ce domaine. En tout cas, moi je dis merci du fond du cœur au peuple grec, parce qu'il ouvre une nouvelle page de la solidarité des peuples européens. C'est ça qui me paraît important. Maintenant, évidemment, j'en reçois aussi un encouragement, vous le permettrez. Hein. J'ai connu Syriza il y a plus de 11 ans, et Alexis Tsipras en particulier, à 3%, absolument isolé, faisant l'objet de moqueries universelles. Et aux dernières élections, alors qu'il était à 20%, les commentateurs ne faisaient que discuter du poids d'Aube Dorée et l'extrême droite, comme aujourd'hui encore on continue à nous mettre en avant Madame Le Pen et ses pitreries à l'égard de Syriza. Il a eu cette patience, cette ténacité qui fait l'histoire des grands peuples. Jean-Luc Mélenchon, quelle doit être selon vous la position de la France face à ces résultats? Rapport de force, ouverture au dialogue, soutien affiché? Que dites-vous? Il y a un peu de bruit autour de vous, hein, Jean-Luc Mélenchon, on l'entend dans ce café. Vous nous entendez? Oui. Oui. Est-ce que vous nous entendez, Jean-Luc Mélenchon? Je vous demandais, selon vous, quelle doit être la position de la France ce soir, dans les jours, dans les mois qui viennent? Je disais, rapport de force, ouverture au dialogue, soutien affiché? Oui, vous avez raison. C'est une bonne question parce qu'elle va mettre au pied du mur le gouvernement Valls-Hollande, qui jusqu'à présent n'a pas du tout été ouvert, puisque en 2012, lorsqu'il y avait la précédente campagne électorale, j'avais fait des pieds et des mains pour que quelqu'un reçoive Alexis Tsipras, au moins pour montrer que dans le cas où une coalition de gauche était possible, qu'on lui manifeste de l'intérêt. Et absolument tous les dirigeants socialistes ont refusé de voir Alexis Tsipras. Que doit faire le gouvernement français? Vous savez qu'aujourd'hui, la France, par le biais du mécanisme européen de stabilité, encaisse des dividendes sur la dette grecque. C'est une situation abominable, immorale et choquante. Eh bien, je crois que la France doit être la première à dire maintenant il y a un moratoire sur la dette grecque. C'est-à-dire, stop, on arrête et on discute. Et pendant le temps où on discute, la Grèce ne paye pas. Car ce qui est nécessaire à terme, ce qui est incontournable, c'est que la dette grecque soit effacée. Alors peu importe la forme technique, qu'on la dilue dans le temps, qu'on leur donne 50 ans, 60 ans ou 70 ans pour rembourser, mais on ne pourra jamais payer cette dette, de même que beaucoup d'autres dettes ne peuvent pas être payées. Je demande qu'on m'entende. Écoutez les gens, c'est quand même incroyable. On a annulé la dette de l'Irak, qui était de 120 milliards de dollars. Et on l'a annulée parce qu'on a dit ceux qui ont contracté la dette étaient malhonnêtes. Eh bien en Grèce aussi, ceux qui ont contracté la dette étaient malhonnêtes et ont menti au peuple grec. Par conséquent, on ne peut pas être plus dur pour les Grecs qui n'ont envahi personne, qui n'ont massacré personne, qu'on l'a été à l'égard des Irakiens ou même des Allemands qui, comme vous le savez, ont fait payer à la Grèce les frais d'occupation par les nazis. Eh bien maintenant, il faut aussi que l'Allemagne rembourse, ou bien si elle ne rembourse pas, qu'ils acceptent de discuter. Ils ne peuvent pas être sur cette position intransigeante et barbare qui a été celle de M. Schauble. Mais je crois que Mme Merkel est une réaliste, donc il est temps qu'elle baisse le nez. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon, député européen. Merci d'avoir répondu. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député européen, vous êtes l'un des fondateurs du Front de gauche et lundi soir vous teniez un meeting de soutien à Syriza. On va évidemment beaucoup parler de la Grèce. On est ensemble pendant 2 heures. Je vais d'abord vous interroger. On voit votre sourire, mais retenez-vous encore quelques instants. Je me retiens très bien, vous savez. Votre sourire sur cette victoire annoncée de Syriza en Grèce. Je vais donc évidemment vous interroger sur l'actualité politique. On va en parler de Syriza. Je vois votre sourire. On vient de l'apprendre. D'après les dernières estimations, Syriza, cette grande coalition de gauche radicale, serait en tête en Grèce avec 37 à 39% des voix, juste devant Nouvelle Démocratie à 35%, 7,2% pour Aube Dorée, et puis là, le groupe de Papandréou qui serait en dessous. Non, le groupe de Papandréou, ça porte un nom, c'est le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste grec. C'est pas grec. le groupe de Papandréou, c'est le Parti Socialiste, et Papandréou est le président de l'Internationale Socialiste. Et pourquoi est-ce que vous insistez là-dessus? Parce que justement, c'est la chute du Parti Socialiste traditionnel en Grèce. Et son remplacement comme force progressiste par Syriza. En gros, c'est votre modèle? Oui. Votre modèle, et c'est ce que vous espérez ici en France? Oui. Que le Parti Socialiste français s'effondre? Non.
Je n'espère pas que le Parti socialiste français s'effondre. J'espère que nous soyons en état de créer un élan comparable à celui de Syriza en Grèce, qui nous permette de tout entraîner et donc de faire passer... de balayer au passage. Mon sujet, c'est pas le Parti socialiste. Le Parti socialiste, son sort est réglé. C'est une affaire de temps maintenant. Il lui arrivera dans la vieille Europe ce qui lui est arrivé en Amérique latine et ce qui vient de lui arriver en Grèce. C'est-à-dire sa disparition. Sa disparition parce que son logiciel politique est totalement périmé. Il n'est ni capable de résister au capitalisme, à la finance internationale, ni capable de comprendre la priorité à l'écologie politique. Donc quand Manuel Valls dit le Parti socialiste peut mourir, vous vous dites de toute façon il est mort, c'est une question de temps. Non, je dis comme Valls, qui contribue d'ailleurs assez largement à le faire mourir, comme Parti socialiste, oui, le Parti socialiste peut mourir et va mourir. Mais on ne peut pas se contenter de ça. Il faut essayer de voir, il faut avoir de l'espoir, il faut aller de l'avant. Et voyez-vous, donc Syriza, pour vous, c'est l'espoir. J'ai connu, bien sûr, il y a des cas très différents suivant les pays, nous ne sommes pas vraiment absolument comparables, hein. Ce sont des histoires très différentes de l'autre gauche. J'ai connu les dirigeants de Syriza, Alexis Tsipras, quand ils faisaient 3,5 ou 3%, il y a 10 ans de ça. Hein. Eh bien, c'est une forme d'opiniâtreté, de fermeté, de refus absolu du compromis avec les tordus, en échange de postes gouvernementaux, d'avantages. Tsipras, je l'ai vu accepter une scission de son tout petit parti, parce qu'une partie avait été achetée par les socialistes et voulait aller au gouvernement. Eh bien, Alexis a préféré tenir bon pour être digne de la confiance du peuple grec. En fait, quand vous parlez de lui, on sent que vous parlez aussi de vous. Ah bah, c'est souvent le cas, vous savez, on se compare, bon, je n'ai pas pour moi l'avantage de sa jeunesse, mais celui de la filiation commune. Vous savez, vous nous découvrez. Moi, vous m'avez connu, vous m'avez un peu caricaturé et arrangé dans vos bocaux. Mais non, je ne suis pas dans la bonne case. Par exemple, on ne m'a pas en ultra-gauche, je suis un républicain, on ne m'a pas en ceci, cela. Nous, ça fait 10 ans qu'on travaille. Qu'est-ce que je dis? Plus que ça. Depuis la chute du mur, nous avons travaillé à construire une alternative progressiste. Sauf que vous venez de dire quoi? Vous venez de dire, je n'ai pas sa jeunesse. Est-ce que justement, ce que Syriza a et que vous n'avez pas, est-ce que c'est pas le fait de la nouveauté? Vous n'êtes pas neuf, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est pas le moment justement de passer la main? C'est possible. C'est des gens qui ont bien émergé. Sûr, je vous passe la main quand vous voulez. C'est pas mon job, mais oui. C'est le vôtre. Pourquoi pas? Mais je ne crois pas, si vous voulez, que des mouvements. Pourquoi pas? Je n'y ai pas d'obstacle. Mais en tout cas, ma personne ne sera jamais un problème. Je vous en donne, devant ceux qui nous écoutent, ma parole. Mais voyez-vous, non, ce n'est pas de l'ordre du gadget ce qui vient de se passer là. C'est pas de la com. Qui est le plus mignon, qui est le plus sympa, qui est la femme la plus intéressante. C'est une lame de fond. Là, vous avez 19 partis coalisés. Permettez-moi de vous dire que beaucoup ne sortent pas de l'œuf, hein, dans ces 19 partis. Certains sont nés dans la Deuxième Guerre mondiale, ce sont des groupes trotskistes, communistes, écologistes et autres qui sont là. Non, ce n'est pas du gadget. Ce qui est très important, c'est de communier, d'entrer en phase avec le mouvement de la société quand elle se dirige vers ce point que j'ai toujours décrit, qui est le moment où elle dit qu'ils s'en aillent tous. Alors on les justement... a assez vus. C'est-à-dire le système. Ce n'est pas une affaire de personne. C'est une affaire d'anti-système, de refus de l'ordre injuste qui a régné sur nos pays. Revenons en Grèce. On oui. a donc ces résultats, on l'a vu tout à l'heure, on a vu votre sourire, on a vu vos yeux qui pétillaient de joie quand j'ai redonné les chiffres. Qu'est-ce que vous ressentez justement à l'annonce de ces chiffres qui sont encore provisoires, mais enfin on sent que c'est une victoire? J'ai le sentiment d'un moment historique. À la fois parce que c'est une nouvelle extrêmement réconfortante pour un homme comme moi et pour tous ceux qui partagent mon idéal, de voir qu'on peut changer complètement la donne, de manière démocratique, de manière pacifique, en passant par les bulletins de vote, par l'opiniâtreté de convaincre un après l'autre les gens qui nous entourent. Vous dites parfois ça marche. Mais bien sûr, ça veut dire que l'histoire, qui est souvent si lente et si cruelle, des fois s'accélère et alors c'est un pur moment de bonheur. Et ensuite, c'est une page nouvelle pour l'Europe. C'est ça qu'il faut voir. Peut-être que nous tenons l'occasion de refonder l'Europe. Parce que cette Europe qui est devenue une Europe fédérale des libéraux ne méritait pas d'être traitée comme ça. Et les Grecs sont peut-être en train de faire sauter ce carcan, et grâce à eux, peut-être qu'on va pouvoir remettre sur la table toutes les données des problèmes qui nous rendent la vie infernale en Europe. Peut-être, oui, je le dis, c'est un moment historique. Comme par exemple la dette grecque. On a l'impression qu'un de vos moteurs, c'est aussi de se dire que cette dette, il faudrait l'effacer. Mais enfin, cette dette, elle est quand même colossale, 320 milliards d'euros. Comme vous avez raison. Pour avoir quand même une idée, ça fait à peu près 735 € par Français. Oui, oui, et par sûr. Européen, évidemment. Oui. Donc on pourrait effacer ça, pas par Français et par Européen, c'est ou l'un ou l'autre. Si ça fait 739, je n'ai pas fait le calcul, par Français qui sont 65 millions, ça ne peut pas faire 731 pour 450 millions. Donc cet argent, on l'efface ?
On fait D'abord, ardoise ce n'est pas magique, l'argent. quoi. Pardon? On fait l'ardoise magique, hop, on efface. Vous voudriez que j'ai l'air grotesque? Non, je voudrais simplement comprendre comment on fait. On Oui. prête de l'argent, quand Vous vos avez banquiers raison. vous demandent de rembourser, vous leur dites, bah non, finalement, on ne rembourse plus. Ça arrive. Donc là, il faut que ça arrive. Attendez. D'abord, je vais prendre cette idée, parce que sinon, ça ne va pas. Je vous redis, ça arrive. Au lendemain de la guerre, nous avons annulé les dettes de l'Allemagne pour que les Allemands de l'Ouest n'aillent pas se jeter dans les bras de l'Allemagne de l'Est. Mais si cet exemple vous paraît trop lointain, je peux vous en prendre un plus proche. Oui. Lorsque nous avons fait payer à M. Poutine en 1999 les emprunts russes d'avant, et il s'en est sorti à 280 francs par titre d'emprunt, qui représentait à l'époque le total, pratiquement le 3% de la richesse des Français. Et je vais vous donner un exemple encore plus récent. Avant-hier, on a annulé d'entrée de plume la dette de l'Irak. La dette de l'Irak a été annulée d'entrée de plume. Il y en avait pour combien? 120 milliards de dollars. De combien était la dette de la Grèce au début de la crise, quand on lui a appliqué ce remède de cheval absurde qui fait que la dette a augmenté de 50 points en 5 ans, grâce à ces merveilleux. Combien elle était? 120 milliards de dollars US. C'est-à-dire exactement le même chiffre que la dette de la Grèce. Sauf que Donc les Grecs... il faut un trait de plume. Écoutez, les Grecs n'ont envahi personne, les Grecs n'ont tué personne, n'ont fait la guerre à personne, et on est avec eux plus dur qu'on l'a été avec des peuples qui ont accepté et contribué à des tyrannies abominables. Alors, je trouve qu'il y a là une inégalité de traitement. On peut rayer d'un trait de plume la dette grecque, ça ne coûte pas un sou. Il suffit que la Banque centrale européenne rachète la totalité de cette dette et il n'en est plus question. Vous allez me dire, c'est de la magie? Eh bien, c'est exactement cette magie que pratique le gouvernement Donc ça se transforme en nord-américain. don. Il faut que ce soit un don. Ça se transforme en don. Ça n'est Non, plus un non, prêt, non. c'est un don. Non, non, madame, bien sûr que c'est un don, mais c'est un vol. Regardons une chose. Quand vous avez une dette, vous avez deux parties, le capital et C'est un les don ou intérêts. c'est un vol? C'est un vol. Ce qui a Qui été a fait, volé non, non, qui? pardon madame, ne Alors, nous mélangeons pas. qui a Ce volé qui a qui? été fait à la Grèce est un vol. Emprunté, prêté à la Grèce à 18% sous prétexte qu'elle pourrait ne pas payer, alors qu'on sait que de toute façon, elle paiera parce qu'elle est adossée sur la Banque Centrale Européenne, ça s'appelle voler. Est-ce que le capital emprunté par la Grèce a été ou non remboursé? À supposer que le capital soit une propriété légitime. Eh bien oui. Par conséquent, la seule chose qu'on est en train de demander aux Grecs, c'est de payer des emprunts pour des intérêts qu'ils ont contractés sur cette dette. C'est donc une dette odieuse. Je dis odieuse, ce sont les termes non pas du bolchevisme, mais de monsieur Bush lui-même en parlant de la dette Mais irakienne. Jean-Luc Mélenchon, il y a quand même des règles communes en Europe. Ces règles, elles ont été acceptées, notamment justement Alexis Tsipras. Il ne demande pas du tout à sortir de l'euro, il ne demande pas à sortir de l'Union européenne. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut quand même les respecter, ces règles? Alors, peut-être qu'il y a une autre question à se poser. Si les règles sont absurdes et arrivent à étrangler un peuple, à ruiner son économie, ce que tout le monde voit, peut-être qu'on peut se dire on s'est trompé de règles plutôt que de se dire on s'est trompé de peuple. Eh bien, pourquoi je dis ça? Parce que nous avons eu cette discussion à un moment du traité budgétaire européen qui a été adopté dès l'arrivée de François Hollande, alors qu'il avait dit qu'il le renégocierait. Il avait promis qu'il la renégocierait. Il ne l'a pas fait. C'était effectivement une de ses promesses de campagne. Exactement, il ne l'a pas tenu. Eh bien, c'est absurde. De là vient le mal. De même, le mécanisme de stabilité financière européenne, c'est très complexe techniquement. Le seul candidat qui en a parlé pendant les élections présidentielles, c'est moi, pour essayer d'expliquer aux gens comment ça fonctionnait. Ça m'a pris 20 minutes à Montpellier. 10 personnes se sont évanouies pendant que je parlais, tellement c'était long et il faisait chaud. Bref, c'est pour vous dire... Tous ces gens ont traité avec désinvolture l'Europe, ne se sont pas intéressés au contenu des traités, ne s'intéressent à rien qu'à l'apparence des choses. Le traité budgétaire est très mauvais. Madame Merkel est un tigre de papier. Seulement, ces petits garçons français ont eu peur devant elle. Lorsque M. Quand vous dites Bush... les petits garçons français, c'est Il s'agit de M. François Hollande, Sarkozy et c'est de M. Nicolas Hollande. Sarkozy. Les deux se sont inclinés sans discuter, sans s'opposer à elle. Alors on peut le comprendre de M. Sarkozy, il est d'accord avec la politique de Mme Merkel, mais M. Hollande. Pourquoi dis-je c'est un tigre de papier? Parce que les Allemands doivent 168 milliards aux Grecs. Pour la raison Ça que vient d'où, les ça? armées... C'est le point numéro 3 du programme de Tsipras. Pour la raison que l'occupation allemande en Grèce, les Allemands l'ont fait payer aux Grecs. Et que cette somme actualisée veut dire 168 milliards. Par conséquent, les Allemands doivent 168 milliards. Depuis Si les la dettes ne- Deuxième Guerre mondiale. Mais Vous oui, voulez je viens- qu'aujourd'hui, les Allemands remboursent Oui, cette ou opération? discutent. Mais attendez, madame, qu'est-ce qu'il y a de surprenant? Faire payer Poutine, ça vous paraît normal. Le Conseil d'État fait 2 arrêtés dans lesquels il dit que la dette que les Français possèdent sur la Russie est encore exigible, nonobstant l'accord que nous avons signé Les avec lui en fameux 1900. emprunts russes. Oui. Donc, c'est vrai pour Poutine, il doit payer. Mais par contre, les Allemands qui doivent des frais qu'ils ont fait payer aux Grecs pour les occuper. Alors ça, non, on n'en parle plus. Pourquoi Alexis Tsipras met-il ça sur la table? Parce qu'il dit qu'il faut être raisonnable.
Si vous voulez tuer la Grèce, elle ne se laissera pas mourir. Entendez le résultat du vote. S'il passe derrière ce résultat du vote, tous les perroquets habituels, les moulins à prière du libéralisme, qui vont expliquer qu'une dette est une dette, comme si on n'avait pas annulé celle de l'Allemagne, comme si on n'avait pas annulé celle de l'Irak, comme si on n'avait pas annulé je ne sais combien d'autres dettes. Voulez-vous que je vous parle de la dette de l'Équateur? Elle a été soldée à 75% de sa valeur. Tout ça, c'est que du papier. Mieux vaut vivre et rayer que de mourir en ayant tenu des comptes en ordre. On en reparlera évidemment des comptes. Laissez-moi vous dire une chose. Avec Emmanuel Le La Chut dans un instant. dette n'est pas payable. Ni la dette des Grecs, ni la dette des Espagnols. On passe dessus. J'ai bien non, compris. on trouve une solution intelligente, madame. C'est pas un jeu. Là, on parle de gens qui meurent. D'accord? On a fait payer aux Grecs, comme vous dites, hop, hein? On leur a fait payer. Il faut quand même comprendre. La mortalité Jean-Luc infantile a Mélenchon, progressé. Il faut quand même comprendre. Cet argent a été donné à un moment. De quoi vous parlez? L'argent de la dette, c'est quand même de l'argent qui à un moment est donné. Oui, Jean-Luc alors, Mélenchon. c'est ce que je vous explique au début, je recommence. Non, si bien le compris. début, mais simplement, vous ne pouvez pas non plus refuser qu'à un moment, mais effacer, madame, il y a une règle que l'on pourrait appliquer. Lorsque M. Bush dit la dette de l'Irak est odieuse parce qu'elle a été faite par un tyran pour des fins contraires, maintenant nous savons tous que les comptes ont été truqués par les gouvernements grecs de droite et sociodémocrates qui ont présenté des comptes truqués sur la base des conseils de la banque Goldman Sachs. On peut donc considérer que la dette qui a été contractée à cette occasion sur les conseils de Goldman Sachs est une dette odieuse. On a le droit de le dire. Eh bien, je dis la même chose. Si vous laissez la Grèce dans le malheur, vous aurez le malheur pour toute l'Europe. Les Allemands ont 60 milliards d'engagés et les Français 50 milliards dans le mécanisme européen de stabilité financière. Si la Banque centrale européenne prend en charge cette somme, ça ne représente, écoutez-moi bien, rien dans les comptes globaux de l'Europe. Les États-Unis d'Amérique font 10 fois, 100 fois, 200 fois pire en termes de rachat de leurs propres dettes. Et nous, les Européens, nous devrions être là pour faire plaisir aux vieux retraités allemands pour que leur euro reste fort et qu'ils aient des dividendes. Au-delà de la question de la dette, ce que vous regardez aussi avec une certaine gourmandise dans cette victoire, qui est la victoire du peuple grec, d'après vous, c'est aussi cette d'après coalition. Moi, d'après la règle démocratique. Exactement, c'est aussi cette coalition. Mais ce que vous dites aussi, c'est que c'est justement le retour du peuple qui reprend en main, en gros, le destin de son pays. Vous avez tenu lundi soir un meeting commun avec Pierre Laurent du Parti communiste, avec Cécile Duflot d'Europe Écologie Les Verts, pour dire justement votre soutien à Syriza. Donc, pour vous, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Il y a un modèle Syriza qui est transposable, qui peut fonctionner en France? Il y a une inspiration Syriza. Les modèles, il n'y en a pas. Il ne peut y avoir que des sources d'inspiration. Oui, clairement. Nous avons déjà une coalition. Le Front de gauche est en gros ce qui ressemble le plus à Syriza. C'est-à-dire une coalition de partis qui d'ailleurs trouve une limite dans le fait que ça fonctionne trop comme un cartel de partis, ça n'implique pas les citoyens. Donc nous devons balayer devant notre propre porte. Mais comme il se trouve que les Verts, à leur dernier conseil national, ils appellent ça interrégional, je crois, ont décidé de soutenir Syriza parce qu'en Grèce, les Verts sont alliés à Syriza. Hein. Par conséquent, nous étions tous ensemble. Ça prouve qu'on a on peut avoir une plateforme, un espace. Que c'était pas tous les Verts, hein, que eux n'auraient pas été lundi soir. Et d'ailleurs, dans cette deuxième heure, il y aura François de Rugy, qui est le patron des Verts à l'Assemblée nationale, qui sera face à vous sur cette question-là. Mais est-ce que c'est une coalition du coup de circonstances ou est-ce que c'est un socle commun sur lequel vous pouvez construire l'avenir? C'est ce qu'il faut vérifier. Mais notre devoir est de... doute. Mais bien sûr, vous l'avez dit vous-même, tous les Verts ne sont pas d'accord. Certains préfèrent continuer avec le Parti socialiste, peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, je le comprends. Ça fait partie de la vie démocratique, parler, échanger, se convaincre. Mais nous, notre devoir à nous, si nous sommes critiques de ce système, c'est pas de rester dans la critique, c'est d'essayer de faire une proposition qui puisse être majoritaire. Mais une proposition, ça passe aussi par des candidatures. Est-ce que vous pourriez imaginer une candidature commune, tous ensemble, y compris avec les Verts, pour 2017? Mais pourquoi pas? Si nous en sommes à ce point, pourquoi pas? Si nous sommes assez proches, quel est le sens? On va quand même pas être, comment dire, dans une espèce de compétition des égaux. Moi, je ne vis pas du tout ma position. Vous seriez prêt à vous effacer pour que ce soit Cécile Duflot, par exemple, qui incarne le Front de gauche? Vous allez lui poser la question, ça n'a pas de sens. C'est pas comme ça qu'on va faire. On va il faut savoir si... Non mais attendez, il y a un seul fauteuil quand même. Hein. Je vais pas. Oui, il y a un fauteuil. C'est pas un fauteuil, figurez-vous. Hein, c'est une croix. Hein, c'est pas autre chose. Hein. D'accord. Oui, il faut quand même s'en rappeler. Oui. Non mais il y a beaucoup de gens qui pensent que la notoriété est délicieuse et la candidature est parfaite, etc. C'est pas vrai. Hein. C'est une croix. C'est une tâche épouvantablement rude. Maintenant, je vais vous répondre. Je ne sais pas vous répondre mieux que ça. Ma personne ne sera jamais un obstacle au rassemblement. Mon ambition personnelle est satisfaite par la vie que j'ai eue et l'honneur que j'ai eu de rassembler 4 millions de voix et 11%. Maintenant, je me sens dépositaire, en quelque sorte, d'un bien commun.
Et je voudrais que ce bien commun prospère, s'élargisse jusqu'au point que le peuple français s'en serve. Par conséquent, ma seule préoccupation, c'est celle-là. Et si ça se fait... Pour l'instant, le peuple français, oui. Jean-Luc Mélenchon, pour l'instant, le peuple français, il n'est pas tellement derrière vous. Vous ne décollez pas. Il y a 11%, grosso modo, qui sont derrière vous depuis plusieurs années. Et vous tentez quand même à chaque fois des nouvelles coalitions. On a l'impression qu'à chaque fois, vous nous faites le coup. Vous étiez seul, vous étiez au Parti socialiste, puis seul, puis il y a eu le Parti de gauche, puis il y a eu le Front de gauche, et maintenant peut-être une alliance avec les Verts. À chaque fois, vous tentez d'élargir, mais on a l'impression que pour l'instant, c'est difficile, ça ne va pas de soi. Eh bien oui, mais la vie en démocratie, c'est pas qui est-ce qui a le gadget qui va lui permettre de trouver la martingale qui permet de gagner. Non, vous avez des arguments, vous les développez, il y a des moments où vous n'êtes pas entendu. Alexis, il est resté pendant des années, à 3,5, tout le monde se moquait de lui. À la dernière élection, la presse entière ne parlait que d'une chose, d'Aube dorée, qui était croupissé à 7%, et lui était déjà passé à 20. Eh bien, c'est comme ça. Et puis, nous commettons des erreurs. Et moi, comme je les regarde en face et j'essaye de les traiter, on me dit « Ah ben tiens, vous avez changé d'avis ». Oui, je change d'avis sur certains sujets quand j'ai l'impression que ce que nous proposons n'est pas au point. Ce que je voudrais comprendre, Jean-Luc Mélenchon, c'est que malgré tout, vous tablez aussi sur les déçus de François Hollande. Vous le disiez tout à l'heure. Sauf que dans le même temps, les Français, ils ont l'air de vouloir donner une deuxième chance à François Hollande et à Manuel Valls, qui littéralement font une percée spectaculaire dans les sondages. Est-ce que vous n'êtes pas à contre-temps ? Alors, le sondage, c'est pas une élection. Mais alors, attendez, bien sûr. Mais est-ce que vous n'êtes pas à contre-temps ? Quoi que je fasse, je suis en échec. Ça me rappelle, à l'élection présidentielle, on m'avait dit il décolle pas. Puis quand j'ai fait 11%, on a dit il a pas fait 18. Puis après, je suis allé à Hénin-Beaumont, il n'a pas gagné du premier coup. Mélenchon. Alors là, vous êtes en train de me dire quoi? Que je ne veux Hollande pas vous accabler, Jean-Luc Mélenchon, ça n'est pas mon rôle. Simplement, ce que je voudrais comprendre, c'est effectivement, on a l'impression quand même qu'il y a deux mouvements contradictoires. Il y a vous, avec Cécile Duflot, lundi soir, qui tablez effectivement sur cette déception de François Hollande. Non, et puis malgré tout, on sent bien que, bien sûr, à la faveur aussi des événements tragiques qu'a connus la France, il y a un resserrement du peuple français autour de son chef. J'espère que François Hollande et Manuel Valls ne comptent pas sur les événements tragiques pour faire l'élection de 2017. Je vais dire une chose, il y a un renouveau d'affection pour eux, il y aura un renouveau de désaffection. Parce qu'eux ne changeront pas leur politique. Et les Français sont parfaitement capables de faire la distinction entre un homme qui arrive à ne pas rire dans les cimetières et quelque chose qui les concerne directement dans leur propre vie de tous les jours. Vous comprenez, à coup de travail du dimanche, de chômage qui ne cesse d'exploser, l'artifice ne peut durer qu'un temps. À un moment donné, il faut répondre aux questions de fond qui sont sur la table. Donc là, pour l'instant, c'est un artifice, c'est une bulle, en quelque sorte, qui va se dégonfler. Si les gens sont contents, ils le disent, très bien. Mais moi, je peux vous parler aussi du fait qu'ils ont de nombreuses raisons de ne pas être contents. Tous ceux qui sont au chômage ne sont pas contents de leur sort. Je ne dis pas que c'est François Hollande qui est responsable du chômage. Ce qui est responsable du chômage, c'est le capitalisme financier. Mais comme François Hollande ne fait rien contre le capitalisme financier, voire l'aide, du coup, on peut le considérer comme quelqu'un qui ne fait pas la bonne politique. C'est pas une affaire personnelle. Alors, si les gens le trouvent sympathique, le fait est qu'il a plein de bons mots, et puis que je vois bien qu'il est capable de se tenir droit et sans rire dans des circonstances dramatiques. Tant mieux, mais c'est pas ça le fond de l'affaire. Nous sommes une grande puissance, et nous avons un rôle dans le monde et dans l'Europe. Et en ce moment, ça va très mal. Et si on n'arrête pas la pente dans laquelle on est, c'est pour ça que la Grèce est si importante, eh bien on aura la répétition des années 30. La révolution dans les urnes, ça n'a pas l'air d'être pour demain, à moins que ça ne soit à l'inverse de ce que vous espériez, que ce soit plutôt du côté de l'extrême droite. Mais puisqu'on parle d'Europe, on va faire un retour dans l'histoire. Les 70 ans d'Auschwitz en Pologne, c'était cette semaine, l'anniversaire de la libération par l'armée rouge du plus grand camp d'extermination de juifs. Et c'est l'image que nous avons choisie. 70 ans après, avez-vous l'impression que toutes les leçons de l'histoire ont été tirées en Europe? Non, je ne crois pas. D'abord, c'est un événement qui, dans l'histoire de l'humanité, a une singularité, en tout cas dans l'ère moderne. C'était la première fois qu'on organisait, peut-être avec le génocide arménien, mais dans d'autres conditions, l'assassinat méthodique de millions de gens en raison de leur religion. Donc c'est un événement, si vous voulez, on le prend par le bout qu'on veut, il est là, il est énorme et il est une source de méditation. L'humanité est capable de ça. Et il y a des peuples en Europe qui ont été capables d'organiser ça de manière méthodique ou Mais pourquoi les leçons de l'histoire n'ont pas été tirées alors? Alors, pour deux raisons. Nous les Français, nous avons été bien. Parce que en France, l'antisémitisme n'est plus une opinion, c'est un délit. Et le racisme aussi. On distingue l'antisémitisme du racisme, alors que c'en est juste une variante, en raison de la Shoah. Mais ça, c'est bien. Ce sont des actes très forts, très positifs que le droit français a posé. Mais en même temps, je crois que
l'intelligence, la compréhension de ce qui conduit à un meurtre de masse, à un assassinat de masse de cette nature n'a pas été comprise. Par exemple, aujourd'hui, la stigmatisation d'une partie de la population a repris. Aujourd'hui, ce sont les musulmans à qui on impute tous les vices, à qui on les soupçonne d'avoir par nature une religion malfaisante et violente. C'est-à-dire que vous dites que les musulmans sont les juifs d'hier? Non, je ne dirais pas ça, parce que je ne leur souhaite pas le même sort. Mais on voit que la même manie d'ethniciser les conflits, d'essentialiser, c'est-à-dire de dire dans une personne, je ne vois pas l'être humain qui est mon semblable, je vois sa religion, je vois cette manière de penser, là, non, elle n'a pas été évacuée. J'ai envie de dire, en ce moment, elle est en train de s'aggraver. Jean-Luc Mélenchon, François Hollande a dit l'antisémitisme, on y revient, a changé de visage, mais n'a pas perdu ses racines. Faut-il renforcer les lois et les sanctions contre le racisme et l'antisémitisme? Il faut les appliquer, ce sera déjà bien. Et puis après, il faut comprendre, il ne faut pas confondre les tâches de répression avec les tâches d'éducation. Ça n'est pas donné comme ça, quand partout autour de vous, on voit que des journaux, ou que des images, ou des mauvaises plaisanteries montraient du doigt une partie de la population, eh bien, notamment dans la jeunesse et parmi les enfants, ça n'est pas spontané. Il faut donc éduquer. Il ne faut pas avoir peur d'entendre ce que disent les enfants pour les éduquer. Alors ça passe, l'éducation, par plein de choses, l'école évidemment. Il y a une autre idée qui est un peu dans l'air du temps pour reformer ce creuset républicain, pour que tout le monde entende un peu liberté, égalité, fraternité, ce serait de relancer un service national ou un service civique. Est-ce que vous seriez pour ça ? Alors il faut distinguer, pour relancer la République, il faut relancer les anticorps républicains, c'est-à-dire l'amour de la patrie républicaine, de ses valeurs, les expliquer, connaître l'histoire. Bon, et donc, par exemple, dans les programmes d'histoire, centraliser le moment inouï qu'est la Révolution française qui proclame la liberté et notamment la citoyenneté des Juifs. Alors ça, c'est pour l'enseignement, mais faudrait-il passer, pourquoi pas, par un service civique ? Bon, le vrai creuset de la nation, c'est l'école. Il ne faudrait quand même pas perdre de vue ça. C'est pas le service militaire, c'est pas le service national. Attendez, moi j'étais contre l'abrogation de la conscription, c'est-à-dire du service militaire. Mais pas parce que c'est le creuset de la nation, enfin c'est l'école. Les casernes n'ont jamais été une alors, école. Mais répondez à ma question, faudrait-il le rétablir, le service civique, moi, par je exemple ? suis partisan, je suis la suggestion qu'avait fait l'un de mes proches, François Delapierre, qui proposait qu'on rétablisse une conscription pour les tâches qui sont d'intérêt national, et en particulier les tâches de sécurité, de sûreté intérieure. Mais on ne va pas non plus fabriquer une espèce d'armée de prêchi-prêcha, de gens que l'on regrouperait pour aller porter la bonne parole. Non, c'est pas sérieux. Il faut que l'école fasse son travail, mais la conscription, je le redis, elle doit s'appliquer à un objectif collectif d'intérêt général de la patrie, et je pense que les questions de sûreté, vous m'entendez bien, autrement dit, hier on mobilisait pour aller à l'armée, je ne serais pas hostile au fait qu'on mobilise pour aller dans une garde nationale qui aurait des tâches de cette nature. Je ne veux pas effrayer les gens, mais la sécurité civile en France, notamment celle des centrales nucléaires et des installations sensibles, n'est pas assurée par le modèle d'armée que nous avons aujourd'hui, où on envoie nos militaires à l'extérieur, et une armée qui ne bénéficie plus comme avant de son ancrage populaire profond qu'elle avait grâce à la conscription. Que vous faites semblant de vous étonner. J'ai vu la semaine dernière, tout le monde me disait « Est-ce que vous n'êtes pas dérangé ?» Vous aviez prévu de me poser la question, donc je parle avant vous. Est-ce que vous n'êtes pas dérangé que Mme Le Pen se réjouisse de la victoire de Syriza, comme si tout le monde avait oublié que Alexis Tsipras a été notre tête de liste aux élections européennes. Alors justement, Alexis Tsipras, c'est Est-ce vous. que vous rêveriez d'être le Tsipras français? Mais qui ne le rêverait pas? D'abord, je rêverais d'avoir son âge. Est-ce que c'est un problème pour vous? Je rêverais d'avoir coalisé. Lui, il est arrivé, il avait 19 partis dans Syriza. Et il est arrivé à en faire un seul parti. Hein. Nous, le Front de gauche, nous sommes toujours 9 partis. Et nous sommes davantage un cartel d'organisation, ce qui pèse lourd, qu'une dynamique populaire. Quand vous dites ça, c'est un constat d'échec que vous faites là? C'est un constat de limite. Moi, je suis pour affronter les difficultés, pas pour les nier, les cacher, les enterrer, et puis faire la langue de bois de tout va bien, tout va toujours bien. Non, ça ne va pas bien pour nous. Et il y a de nombreuses causes, nous nous sommes rendus illisibles. Je rappelle qu'Alexis Tsipras a refusé pendant plus de 10 ans tout compromis avec le système, et en particulier, il a même accepté une scission de son parti quand les socialistes ont acheté une partie de son équipe pour la faire entrer au gouvernement. Mais comme vous dites, il a 40 ans, vous avez un peu plus d'âge, est-ce que vous vous dites, pour moi c'est terminé?
Je ne me dirai jamais ça, madame. Aussi longtemps que c'est comme vous, hein, vous pourriez vous dire que c'est fini pour vous au monde et vous y êtes toujours. Donc, vous voyez, je veux me rendre utile. Ma passion est d'être impliqué, d'être dans l'action. Je suis fait de ce bois-là. Et par conséquent, j'accepte de bon cœur, c'est ce que j'ai dit, le poste de combat qu'on me donne. On m'a confié l'honneur d'être le candidat commun de l'autre gauche la dernière fois. Bon, nous avons réuni 4 millions de voix, nous avons fait 11%. Bon, et maintenant, il faut faire mieux. Il faut faire mieux de tous les points de vue. Moi, ma personne ne sera jamais un obstacle. Alors, on va y revenir après, mais d'abord, une question précise sur la Grèce. La Grèce, elle ne veut plus parler à la Troïka, elle est prête même à ne pas toucher l'emprunt de 7 milliards d'euros qu'on va lui faire. Est-ce que vous vous dites, il faut que la Grèce sorte de l'euro, c'est la solution qui convient? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais le dire à propos de la Grèce, ce que j'ai dit à propos d'autres pays. Le comportement du gouvernement allemand, qui est le grand chef d'orchestre de l'Europe actuelle, est irresponsable. Parce que, par son attitude butée et bornée, il empêche la solution à un problème qui, sinon, est irréglable. La dette grecque, Madame Fressos, ne peut pas être payée. Avez-vous le sentiment que la Banque Lazare soit un repère de bolcheviks échevelés? Pourtant, l'un de ses représentants, son vice-président pour l'Europe, qui est sollicité par le gouvernement grec, dit qu'on peut abattre presque 150 milliards de la dette grecque. C'est-à-dire la rééchelonner, pas l'annuler. Voilà, je vais vous faire une proposition. Appliquons à la Grèce le sort qui a été réservé à l'Allemagne à la libération. Pourtant, la Grèce n'a envahi personne et massacré personne. Eh bien, à l'époque, on a donné 30 ans à l'Allemagne pour étaler sa dette. Ensuite, on a dit qu'elle ne rembourserait jamais chaque année plus de 5% du total de ses exportations. D'accord? Pourquoi ne ferait-on pas à la Grèce ce que l'on a fait à d'autres, qui étaient bien coupables? Est-ce que François Hollande, qui voit le Premier ministre grec mercredi, peut proposer cette solution et être celui, finalement, qui va aider la Grèce? Oui, je demande qu'on m'entende. La solution, ne vous laissez pas impressionner. Les Français n'ont pas à payer la dette grecque, c'est un argument de propagande. La Banque Centrale Européenne se prépare à mettre 1000 milliards à la disposition des banques privées. Ne peut-elle en distraire 170 ou 200 pour résorber la dette grecque et permettre à l'Europe de repartir de l'avant? Je mets en garde. Si on se bute, ça va mal finir. Et la Banque centrale, qui prétend couper les vivres et même couper l'accès à la monnaie à la Grèce comme elle a fait à Chypre, est en train de mettre le doigt dans un engrenage qui va faire exploser l'Europe et la zone euro. On se rendra compte à la fin de l'année, avec des élections régionales en France, que ces partis à la gauche de la gauche sont infiniment moins effrayants, y compris pour des gens du centre droit au centre gauche, que la droite de la droite. Et donc il faut essayer de construire avec ces partis, chacun à sa place, des solutions pour une Europe finalement qui fonctionne mieux. Je crois que ce qui est important pour moi, c'est de mettre des propositions sur la table pour réformer l'Europe. C'est-à-dire qu'après, ça ne suffit pas de se plaindre de l'Europe et de se plaindre de l'Allemagne. Il faut mettre des nouvelles propositions de traités européens plus démocratiques pour plus de progrès social. Et c'est ça, pour moi, c'est ça l'enjeu. Alors après, que les solutions viennent de coalitions, Podemos, Parti Socialiste en Espagne, Parti Socialiste, Verts, Front de Gauche en France, ou tous les partis qui ont envie que ça bouge dans cette direction, pour moi, ça compte plus que le nom des partis. Roger nous appelle de région parisienne, de Sevran. Bonjour Roger. Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Piquetti, bonjour France Inter. Voilà, ma question était la suivante. Pourquoi les intervenants divers et variés qui interviennent sur nos chaînes de télévision, dans nos radios, ont soudainement, apparemment, je pense notamment aux spécialistes, changé d'avis sur les déficits publics, etc., en disant que maintenant on pourrait éventuellement procéder à des relances et non gérer le budget, comme disait-il précédemment, comme des bons pères de famille. Alors on se demande quelle base scientifique il y a là-dessous. En fait, pour quelqu'un de la base, on se demande, quand on entend ces économistes, entre guillemets, sur quoi se fondent-ils scientifiquement? Et dernière petite question, est-ce le même Moscovici qui est allé, notre ancien ministre des Finances, qui est allé faire campagne contre Syriza en Grèce récemment? Voilà. Merci. Oui, il est allé en Grèce récemment, effectivement. Thomas Piketty, pour répondre à Roger. Oui, il n'y a pas de science économique. Il y a les économistes qui ont voulu faire croire qu'ils étaient à la tête d'une science tellement sophistiquée que le reste du monde ne peut pas comprendre. C'était évidemment une gigantesque blague et une blague dangereuse qui a fait des dégâts. Donc tout ce qu'on a, c'est des expériences historiques avec la dette publique, avec la richesse, avec les revenus, avec le chômage. Et on peut essayer de tirer des leçons de cette histoire. Donc moi, mon travail, c'est plutôt le travail d'un chercheur en
sciences sociales, j'essaye de mettre sur la table un certain nombre d'expériences historiques. Et une des leçons de l'histoire, c'est que vous ne pouvez pas réduire une dette publique du niveau actuel en Grèce ou même de façon générale en Europe avec une inflation nulle, une croissance nulle. Ça dure des dizaines et des dizaines d'années. Et dans l'histoire, ce qu'on observe, c'est que des pays comme l'Allemagne et la France qui ont eu ces niveaux de dette publique, 200% du PIB en 1945, donc encore plus que la Grèce aujourd'hui, elles en sont débarrassées par l'inflation ou par la répudiation pure et simple et la restructuration de la dette allemande. Sinon, ils en seraient encore aujourd'hui à devoir la repayer. Donc, ces leçons historiques, il ne faut pas les ignorer. Et trop souvent, ont été ignorées par le FMI, notamment. Elles ont été ignorées par le FMI. Elles ont été ignorées superbement ce que le par FMI les commence à reconnaître à demi-mot en disant que l'austérité a été trop brutale en Grèce. Mais elles ont été ignorées encore plus par le gouvernement français et le gouvernement allemand, qui ont été très égoïstes vis-à-vis de l'Europe du Sud en 2011-2012. En gros, en France et en Allemagne, mais pas seulement en Allemagne, on s'est dit, puisque nous, on a un taux d'intérêt de 0%, 1%, tant pis pour l'Europe du Sud. Sauf que dans une monnaie commune, on se tient tous la main, et finalement, on est tous en récession, et cet égoïsme à courte vue, il nous coûte très cher. Donc c'est ça, aujourd'hui, qu'il faut remettre en cause. Hélène Roussel ? Oui, Pepperoni qui vous demande, dites, monsieur Piketty, est-ce que l'ennemi, c'est la finance ? L'ennemi, c'est quand vous avez un secteur financier complètement hypertrophié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des positions financières des banques les unes vis-à-vis des autres qui ont atteint des proportions qui font qu'il suffit d'un seul coup qu'un matin, une poignée de traders change d'avis sur le risque d'une faillite d'un pays. Et vous savez, c'est difficile à prévoir, le risque de faillite d'un pays, même avec des dizaines de thèses de sciences politiques, personne n'en sait rien. Et il suffit qu'une poignée de traders change d'avis là-dessus, et vous avez le taux d'intérêt d'un pays qui monte en flèche, et d'un seul coup, le pays se retrouve dans le mur. Et c'est ce qui est arrivé à la Grèce après 2009. Donc si on veut réguler un capitalisme financier globalisé qui a pris cette ampleur, on a besoin d'une puissance publique très forte et non pas de petits États morcelés qui chacun se font la concurrence les uns avec les autres pour essayer de piquer la base fiscale des voisins et de faire toujours moins de régulation. Thomas Piketty, on a beaucoup parlé de la dette grecque depuis le début de notre entretien à 8h20. Quid du programme de relance économique de Syriza? Je rappelle en quelques mots, 12 milliards d'euros sur 1 ou 2 ans. Pour aider les plus pauvres, relever le salaire minimum à son niveau d'avant la crise, c'est-à-dire le relever d'environ 10%, baisser l'âge de la retraite de 67 à 62 ans, lancer un programme de grands travaux. Est-ce que ça vous semble réaliste, applicable, compte tenu de la situation de l'économie grecque et des finances publiques ? La priorité aujourd'hui en Grèce, ça doit être d'essayer de rétablir le niveau d'activité économique d'avant la crise. C'est-à-dire que rien ne sera possible si on n'a pas d'abord une cible de croissance. C'est-à-dire si on a simplement des cibles de réduction de déficit, mais avec un niveau d'activité économique, de PIB, de produit intérieur brut, qui est en chute libre, ça ne marchera pas. Donc la priorité, effectivement, c'est d'avoir une politique de relance. Après, ce qu'il propose n'a rien d'extravagant. Remonter le salaire minimum à son niveau d'avant la crise, il n'y a absolument rien. Je rappelle, c'est 750 euros avant la crise, c'est 586 aujourd'hui le salaire minimum. Je pense aussi que n'ayant jamais été au pouvoir, ils ont une capacité à reprendre la question de la modernisation de l'administration fiscale grecque que n'ont pas les autres partis, que n'ont jamais eu les autres partis, à condition à nouveau qu'on les aide. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, sans transmission automatique d'informations bancaires, sans coopération et même impôt commun sur les sociétés, c'est très difficile pour un pays isolément d'introduire de la justice fiscale. Et sinon, on se retrouve toujours à refaire payer plus fortement les contribuables captifs les plus fragiles et à épargner ceux qui ont les moyens de faire de l'optimisation fiscale. On a vu que la fameuse liste Lagarde est ressortie ces dernières semaines dans la presse grecque, liste tirée d'Hervé Falciani, l'ex de HSBC, avec une série d'exilés fiscaux grecs sur lesquels aucune enquête n'a jamais été réalisée en Grèce, alors que cette liste a été transmise de ministre en ministre et de gouvernement en gouvernement. Et c'est assez intéressant et on verra ce qu'il en advient dans les prochaines semaines. Une question, Philippe Lefébure. L'une des clés de la solution, c'est pas la Banque Centrale Européenne. Est-ce qu'elle pourrait pas, elle, qui est un des créanciers importants de la Grèce, effacer cette dette et répartir finalement l'effort? Oui, elle le dit, mais répartir l'effort sur l'ensemble de la zone, ce serait pas une des solutions? Oui, la Banque Centrale Européenne détient une partie de la solution. En même temps, on ne peut pas avoir des solutions unilatérales qui fonctionnent tout simplement sur un seul pays. Parce que c'est vrai que le cas grec est le cas le plus grave en termes de montant de dette publique, mais ce n'est pas le seul. C'est-à-dire, on a d'autres pays qui ont des niveaux de dette publique extrêmement élevés, en Italie, au Portugal. Donc il faut vraiment qu'on pense à des solutions globales. European partners and the previous Greek governments have been extending and pretending
So a very simple answer to that, this is not something that we should continue. Right, it's a no then. You won't accept further bailout money. No, let us... No, I understand that journalists love the language of confrontation. Not confrontation, just a very simple understanding. Well, allow me to answer your question. This is not a question of take it or leave it, of ultimata. It is not a question of who is going to blink first. What we have in the Eurozone over the last 5 years is a crisis which is unfolding with detrimental effects for the integrity of Europe. And the result of that is that the only people who have really been benefiting are the anti-Europeans, the misanthropes, the racists, the fascists here in Greece, the ultra-nationalists everywhere else. And we just want to put an end to that and have a rational discussion with our partners. It's the problem. I wouldn't consider this to be the problem. This is just a symptom. It is a symptom of a disease that has been going on for 5 years. But people are taking their money out of their bank accounts. They're actually withdrawing money from their accounts. But allow me to say that you're confusing the symptom for the problem. The symptom can always be very painful, as in medicine, but it's not the cause of the, of the disease. The disease that we're facing in Greece at the moment is that the problem of insolvency for 5 years has been dealt with as a problem of illiquidity. And any bankruptcy lawyer in Wall Street or the City of London will tell you that this is not a safe way of dealing with the difficulties that we're facing. And yet you have said that you won't deal with the Troika. Is that right? You will not deal with the institutions that are your creditors? By the way, let me say something. I was listening in, so to the extent that I could, on this windswept balcony on which I find myself. I was listening to your, and with an earpiece that is coming out constantly, I was listening to your report. And I have to tell you, I'm a great BBC fan. I've never listened to such an inaccurate report. I've never said that we're not interested in discussing with our creditors. I've indeed, exactly the opposite. I said that we are very keen to enter into fruitful negotiations and discussions and deliberations with the European Central Bank, the IMF, the European Commission, every single member state of the Eurozone in which we belong and rightfully find ourselves in. What we are not prepared to do is we are not prepared to carry on pretending and extending, trying to enforce an unenforceable program, which for 5 years now has steadfastly refusing to produce any tangible benefits. So, what we refuse to do, you see, the Troika that you mentioned has two different levels. One is the Troika of institutions, which of course we're very keen to discuss with. But then, of course, there are representatives here in Greece whose purpose is, they are very good people, but their purpose is to enforce and to oversee the implementation of a program which, in our view, has completely and utterly failed. Okay, so let's deal with that then. Let's deal with that then. Yes. You want to reverse structural reform. You want to raise the minimum wage. No. No, because that was what your manifesto said. Hang on a second. No, just a second. Let's take it one thing at a time. Not only do we not want to reverse structural reforms, we want to deepen them, make them more extensive. We've had enough as Greeks of being in a country which needs so desperately reforms and is not getting them. Greece has not been reforming over the last 5 years. It's been deforming as a result of sort of an implementation of a program that is really not dealing with all the malignancies of the Greek economy.